pourrait même envisager des sanctions contre la Russie. Il dit « Je ne veux pas imposer de sanctions. J'ai une bonne opinion de Poutine et ce n'est pas la meilleure façon de gérer les relations avec la Russie. » Mais il montre des signes de déception et d'impatience. Comment réagissez-vous à cela? Le président Trump est, comme il le répète constamment, un homme d'action, un homme de deal, de business. Trump a-t-il été roulé par Poutine à encourage? C'est le discours des pro-guerre. Dans cette interview choc, Sergei Lavrov révèle un Trump impatient, déçu et menaçant de sanctions après l'échec du sommet d'Alaska, où aucun cessez-le-feu n'a été arraché pour l'Ukraine. Lavrov expose un président américain coincé entre ses promesses de paix et les griffes de l'État profond, poussé par une Europe belliqueuse vers une confrontation avec la Russie. Trump vacille, jonglant entre America First et les pressions atlantistes. La guerre en Ukraine s'enlise et le monde retient son souffle. Trump peut-il encore imposer un deal à la Russie ou est-il déjà dépassé par le jeu géopolitique? Dites-nous dans les commentaires. Quelles concessions Trump doit-il faire pour éviter l'escalade? Découvrez maintenant l'interview intégrale de Lavrov. Il est passé un peu plus d'un mois depuis la rencontre en Alaska. Dans 2 jours, cela fera 8 mois que l'administration Trump est arrivée au pouvoir. Et vous savez mieux que quiconque que lors de la rencontre en Alaska, les perspectives semblaient très prometteuses. Nous savons tous, d'après les déclarations publiques de Donald Trump, qu'en entrant à la Maison-Blanche, il nous a donné des raisons, disons, d'espérer sérieusement. Mais où en sommes-nous aujourd'hui dans les relations russo-américaines? Et ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que nous avions de grands espoirs lorsque Donald Trump a remporté l'élection et est entré à la Maison-Blanche pour son second mandat. Nous apprécions certainement et continuons d'apprécier son ouverture, sa franchise. Il ne tourne jamais autour du pot, ne cache pas ses pensées et se concentre sur les résultats. Ce qu'il appelle des deals, dans le sens le plus large, y compris des projets mutuellement bénéfiques dans l'économie, l'espace, l'exploitation des ressources naturelles et les technologies modernes. Mais il avait le même élan lors de son premier mandat. Cependant, à l'époque, les démocrates ont, comme on dit en russe, mis des bâtons dans les roues de Donald Trump. Quelques jours avant son investiture, Obama a imposé des sanctions totalement injustifiées contre nous, expulsant plus de 100 diplomates avec leurs familles et saisissant 5 propriétés diplomatiques, laissant cet héritage à Trump. Je me souviens que M. Flynn, alors pressenti pour le poste de conseiller à la sécurité nationale, a appelé notre ambassadeur et a dit « Les démocrates ont agi de manière ignoble. Ils veulent empêcher nos relations de se développer normalement. » Il a ajouté « Nous vous prions de ne pas réagir. Nous arrangerons tout. » Cela n'a pas pu être corrigé, car l'État profond, lors du premier mandat de Trump, était infiniment plus influent qu'aujourd'hui. Et maintenant, le 47e président des États-Unis, en se préparant à son nouveau mandat, a tiré, à mon avis, les bonnes leçons de cette expérience et adopte des formes de communication différentes avec cet État profond. Cela se remarque, d'autant plus que Donald Trump a formé une équipe de collaborateurs partageant ses idées, une équipe solide, forte et influente. Il n'avait rien de tel lors de son premier mandat. Sa manière de défendre les intérêts des États-Unis diffère radicalement de la politique idéologisée de ses prédécesseurs, qui, sous la direction de Joe Biden, ont pris le parti d'isoler totalement la Russie, ralliant autour d'eux tout le camp occidental, qui s'est volontiers uni autour de cette politique agressive et conflictuelle. Nous n'avons pas eu l'occasion de dialoguer à quelque niveau que ce soit. La seule exception fut en juin 2021, lorsque le président Poutine et Biden se sont rencontrés à Genève. Ce fut d'ailleurs une conversation plutôt bonne, mais elle n'a abouti à rien. Tout cela n'était probablement qu'une façade pour masquer l'agression profonde qui couvait contre la Fédération de Russie. Une façade pour la ligne adoptée par l'administration démocrate visant à réprimer la Russie en tant qu'acteur indépendant. Concernant la nouvelle administration, la situation est différente. Bien sûr, America First, rendre l'Amérique à nouveau grande, tout cela reflète les grandes orientations stratégiques de la politique américaine, quelle que soit l'administration. Mais
Comme je l'ai déjà mentionné, lors de notre première rencontre avec Marco Rubio en février à Riyad, en présence de Yuri Ushakov et de Mike Waltz, récemment nommé ambassadeur auprès des Nations Unies, nous avons eu une discussion très franche. Marco Rubio a commencé en disant que l'administration américaine actuelle en matière de politique étrangère ne part pas de postulats idéologiques, mais des intérêts nationaux. Elle comprend parfaitement que toutes les autres nations, en particulier les grandes puissances, ont également le droit de se baser sur leurs propres intérêts nationaux. Rubio a ensuite ajouté, et je partage entièrement son point de vue, que dans les rares cas où les intérêts des grandes puissances convergent, il serait une grave erreur de ne pas exploiter cette convergence pour la transformer en projets matériels mutuellement bénéfiques, apportant des avantages économiques aux partenaires. Et dans la majorité des cas où les intérêts nationaux des grandes puissances divergent, il serait une erreur, voire un crime, de laisser ces divergences dégénérer en confrontation, surtout en conflit armé. Je suis totalement d'accord. C'est la ligne politique que le président Poutine suit sur la scène internationale, cherchant des points de convergence et empêchant les désaccords de se transformer en confrontation, qu'elles soient chaudes ou froides. Tout ce que vous avez dit est absolument vrai et n'est pas contesté par l'administration américaine. Mais il me semble qu'il y a une autre partie de la vérité. 8 mois se sont écoulés. À ma connaissance, il n'y a pas encore de résultats concrets, à une exception notable près. Les Américains délivrent les visas plus facilement. Beaucoup d'autres choses dont nous avons discuté restent au stade des conversations. Je comprends que le dialogue est devenu plus approfondi, mais sans résultat pour l'instant. Cela n'a rien de dramatique en soi. Vous et le président Poutine avez dit que les obstacles dans nos relations sont tels qu'il est impossible de les surmonter immédiatement. Mais ce qui m'inquiète, c'est que le président Trump dit qu'il est déçu, qu'il est impatient, qu'il pourrait même envisager des sanctions contre la Russie. Il dit « Je ne veux pas imposer de sanctions ». J'ai une bonne opinion de Poutine et ce n'est pas la meilleure façon de gérer les relations avec la Russie. Mais il montre des signes de déception et d'impatience. Comment réagissez-vous à cela? Le président Trump est, comme il le répète constamment, un homme d'action, un homme de deal, de business. Il est habitué à conclure des accords rapidement, comme les marchands de l'Empire russe qui scellaient un accord d'une poignée de main et le mettaient en œuvre le lendemain. Quand le président Trump dit qu'il est déçu, je pense que cela s'explique en partie par son désir de solutions rapides. Comme il le souligne souvent, en listant les conflits mondiaux où il a tenté de jouer un rôle positif, il pense qu'il est possible de résoudre rapidement des conflits qui durent depuis des décennies. Cela peut fonctionner dans certains cas, mais pas dans d'autres. Le conflit israélo-palestinien, par exemple, est une tragédie, une catastrophe humanitaire, comme beaucoup d'autres crises sur Terre. Mais l'aspiration du président Trump et de son équipe à contribuer, voire à prendre l'initiative pour réconcilier des adversaires irréconciliables, est louable. Qui pourrait s'opposer à l'idée que la paix vaut mieux que la guerre, ou, comme on dit chez nous, qu'un mauvais compromis vaut mieux qu'une bonne dispute? Concernant les affaires ukrainiennes, honnêtement, je ne vois pas de problème avec le fait que des sanctions puissent être imposées contre la Russie. Un nombre énorme de sanctions, un record historique, a été introduit précisément sous le président Trump lors de son premier mandat. Mais nous avons tiré des leçons de cette situation lorsque l'Occident nous a accablés de sanctions qui, sous Biden, ont remplacé toute forme de travail diplomatique sans chercher de compromis. On nous disait « Ne vous mêlez pas de la gestion d'aucune partie du globe. Nous, l'Occident, dominons et continuerons de dominer. » Cela se manifeste non seulement à l'égard de l'Ukraine, mais aussi de tous nos voisins. L'Occident est actif, très actif, sans tenir compte de nos intérêts dans de nombreux cas. Nos partenaires de l'espace post-soviétique le comprennent parfaitement et savent qu'ils ont non seulement des obligations dans le cadre de la CEI, de l'OTSC, de l'Union économique eurasiatique et de l'Organisation de coopération de Shanghai, mais aussi des intérêts vitaux réalisés à travers des alliances et des partenariats avec la Russie. Revenant à la manière dont les États-Unis agiront sur la question ukrainienne,
Je pense qu'il y aura des contacts supplémentaires, car nous avons conclu à Anchorage en acceptant la logique avancée par Donald Trump, basée sur la compréhension des causes profondes et de notre position. Cette logique n'a pas été contredite par Trump. Il a dit qu'il consulterait ses alliés. Ensuite, comme vous le savez, ils sont revenus à Washington. Bien sûr, tous ces Européens n'ont pas caché qu'ils tentaient et continuent de tenter publiquement de dissuader les dirigeants américains d'entreprendre des actions constructives envers la Russie dans le contexte de la crise ukrainienne. Ils veulent ramener les États-Unis sur la voie glissante qu'ils suivaient sous Biden, quand c'était la guerre de Biden. Ils veulent en faire aussi la guerre de Trump. Ils ne s'en cachent pas. Vous avez mentionné une chose importante concernant la différence entre l'équipe de Trump aujourd'hui et celle de son premier mandat. Vous l'avez dit, et vous avez traité avec ces gens. Dans l'ancienne équipe, il y avait des globalistes, pas des conservateurs, qui ignoraient ouvertement l'opinion de leur président. Cela n'existe plus aujourd'hui. Mais je veux vous demander votre impression. A-t-il maintenant une équipe d'alliés partageant ces idées, comme Nixon et Kissinger, qui soutiennent leur président, ou est-ce plutôt une équipe de loyalistes qui ne veulent en aucun cas trahir ou contrarier Trump, mais qui, en coulisses, travaillent avec les Européens pour pousser la position de Trump vers une plus grande confrontation avec la Russie? Je n'ai pas eu cette impression. Peut-être que le terme de loyaliste s'applique à ces gens, à son équipe, mais uniquement de mon point de vue, dans un sens positif. Un loyaliste est quelqu'un qui ne trahit pas. Si quelqu'un agit dans le dos de son leader pour soutenir l'équipe adverse, ce n'est plus un loyaliste. Vous savez, concernant Scott Bessent, le ministre des Finances, je ne le connais pas personnellement, mais je lis ce qu'il dit. Il appelle clairement à des sanctions et travaille activement avec les Européens, invitant des délégations européennes à Washington pour élaborer une stratégie commune de sanctions contre la Russie. Ensuite, il présente cela au président. Il semble convaincu qu'il faut punir la Russie et qu'il peut s'arroger des prérogatives allant au-delà de celles d'un ministre des Finances, comme celle d'un ministre de la Défense. Il me semble qu'il outrepasse son mandat et la ligne définie par le président Trump. Mais je ne pense pas que cela annule l'importance du soutien de la majorité de l'équipe de Trump à son président. Oui, le ministre des Finances est une figure importante aux États-Unis, mais le vice-président, le secrétaire d'État et les représentants spéciaux le sont aussi. Certains représentants spéciaux, comme Stephen Witkoff, sont clairement orientés vers la recherche d'un équilibre des intérêts. Comme l'a dit à plusieurs reprises le président Poutine, un accord durable repose sur un compromis. Nous sommes prêts à chercher ces compromis, à condition que nos intérêts légitimes en matière de sécurité et ceux des Russes en Ukraine soient garantis, tout comme ceux des autres parties à cet accord. L'administration Trump reconnaît les problèmes liés à l'OTAN et l'a dit publiquement. Elle reconnaît également qu'il est impossible d'ignorer les référendums tenus en Crimée et dans d'autres territoires, et que tout accord doit en tenir compte. Comment exactement, par étapes ou immédiatement, c'est une autre question. Ils ont reconnu l'essence de nos approches et travaillent sur cette base. Mais le reste de l'Occident, à l'exception de la Hongrie et de la Slovaquie, a commencé lorsque nous avons lancé l'opération militaire spéciale par dire que la Russie devait subir une défaite stratégique sur le champ de bataille. Ils ont tenu cette ligne pendant environ 1 an et demi. Puis ils ont changé de rhétorique, disant « il ne faut pas permettre à la Russie de gagner ». Ces 6 derniers mois, ils sont passés à des exigences hystériques d'un cessez-le-feu immédiat sans condition. Macron, en commentant cette idée, a laissé échapper, répondant à des journalistes, que ce cessez-le-feu serait sans condition, mais que les livraisons d'armes à l'Ukraine se poursuivraient. C'était un lapsus révélateur de leurs véritables intentions, tout comme les accords de Minsk signés pour armer l'Ukraine. Aucun Européen, bien qu'ils mettent toujours en avant les droits humains dans leurs négociations avec n'importe quel pays, ne mentionne les droits humains en Ukraine. Au lieu de cela, ils veulent que la partie de l'Ukraine qui restera sous le contrôle du régime actuel, après un règlement, reste sous ce régime. Ils ne comptent pas le changer.
Ils veulent l'occuper et soutenir cet État nazi dirigé par Zelensky. Ce qui arrivera aux personnes parlant russe, pour qui le russe est la langue maternelle, sur ce territoire qu'ils rêvent d'occuper, ne les préoccupe absolument pas. Personne n'exige l'abolition de ces lois odieuses, qui n'existent nulle part ailleurs. Comme je l'ai dit, aucun autre pays n'interdit une langue. Même dans le contexte du conflit israélo-arabe, l'arabe et l'hébreu ne sont pas interdits en Israël ou dans les pays arabes. Nous avons posé la question à de nombreux journalistes occidentaux. Pourquoi n'écrivent-ils pas sur cela? Les journalistes occidentaux, d'habitude si pointilleux, devraient être intéressés par une chose aussi évidente que la destruction d'une langue entière dans un pays. La seule mention de ce sujet a été obtenue grâce à l'insistance de nos collègues hongrois lorsqu'ils ont abordé la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Dans les documents cadres définissant les chapitres de négociation, un texte d'une page exige que l'Ukraine respecte les droits des minorités nationales. Ces droits, soit dit en passant, sont toujours inscrits dans la constitution ukrainienne, qui n'a pas été modifiée à cet égard, mais des lois contraires ont été adoptées. Ces documents, approuvés sous l'insistance de Budapest, stipulent que l'Ukraine doit aligner sa législation sur les exigences internationales en matière de protection des droits des minorités et des droits humains en général. Ils ont approuvé cela et l'ont oublié. Personne ne leur demande des comptes à ce sujet. Je cherche à comprendre ce que veulent les leaders européens, à l'exception de la Hongrie et de la Slovaquie. Vous venez de dire qu'ils envisagent, entre autres, une occupation effective de l'Ukraine. Ils disent vouloir déployer des unités militaires de l'OTAN en Ukraine, non pas symbolique, mais avec une réelle puissance militaire, une défense antiaérienne et un soutien aérien américain. En même temps, ils affirment qu'ils continueront d'armer l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre seule contre la Russie. Mais pour qu'elle puisse se défendre avec assurance, il faut lui donner assez d'armes pour qu'elle puisse aussi attaquer. S'agit-il d'un refus complet de comprendre les préoccupations stratégiques réelles de la Russie et le fait que la Russie ne permettra pas de telles choses? Ou utilise-t-il ces arguments pour bloquer tout accord? Quel est votre avis? Il me semble qu'il y a une troisième hypothèse. Il ne fait aucun doute qu'ils veulent bloquer un accord et qu'ils ne souhaitent pas un règlement qui mettrait fin à leurs efforts de longue date pour faire de l'Ukraine une source constante d'irritation et une menace pour la Fédération de Russie. Mais une autre considération pourrait être leur désir de relancer la machine militaire européenne, qui dépend presque entièrement des États-Unis. Ce désir, je pense, est motivé par l'approche adoptée par Donald Trump. America First. Rendre l'Amérique à nouveau grande, sans se disperser dans une philanthropie visant à assurer la sécurité de l'Europe. Cela a été publiquement déclaré à Washington. Ce n'est pas pour rien que Merz, dans ses récents discours, parle de la nécessité d'une autonomie stratégique de l'Europe sur le plan militaire. Il a ajouté, par politesse, que l'Amérique reste un allié, mais que les temps changent et que l'Europe doit prendre plus de responsabilités. C'est une réaction aux exigences de Trump pour que l'Europe assume davantage la responsabilité de sa sécurité, avec 5% de son budget consacré aux dépenses militaires. De plus, leurs économies vont de mal en pis. Ils ont, à mon avis, coupé toutes les branches sur lesquelles ils reposaient en matière de sécurité énergétique, de prospérité fondée sur des approvisionnements fiables et bon marché en énergie. Ursula von der Leyen déclare avec fierté depuis des années: nous nous débarrassons enfin de notre dépendance aux hydrocarbures russes. Elle ne dit pas à quel prix. Et les prix sont exorbitants. Il suffit de regarder les cotations du pétrole et du gaz qu'ils obtiennent en remplacement des hydrocarbures russes. La population commence à murmurer et les slogans belliqueux, l'exagération des tensions, l'invention d'une menace russe inexistante aident probablement à détourner l'attention d'une partie des mécontents et à les pousser à accepter les difficultés pour survivre à cette guerre. Il continue de dire que, après l'Ukraine, ce sera au tour des pays baltes, de la Pologne, des pays de l'OTAN. Il n'écoute rien. Le président Poutine a répété à maintes reprises que nous n'avions pas et n'aurons pas de plan pour attaquer un pays de l'OTAN
ou de l'Union européenne. Nous avons proposé depuis 2008 des documents garantissant une sécurité indivisible où chaque pays s'engage à ne pas renforcer sa sécurité au détriment des autres. Cela a été signé par tous dans le cadre des sommets de l'OSCE. Mais quand l'OTAN a continué de s'élargir malgré ses engagements solennels, nous leur avons demandé, et le document de l'OSCE, il stipule clairement qu'aucune organisation dans l'espace euro-atlantique ne doit prétendre à la domination. Mais l'OTAN fait exactement cela. Ils nous ont répondu, ce ne sont que des engagements politiques, malgré les signatures des présidents et des premiers ministres. Alors, en 2008, nous avons dit, très bien, si ces engagements politiques vous conviennent, codifions-les dans un traité. Leur réponse fut, les engagements politiques restent politiques et des garanties juridiques de sécurité ne peuvent être accordées qu'aux membres de l'OTAN. C'était une politique délibérée pour saper tous les principes de l'OSCE, où l'on nous avait entraînés avec tant d'insistance. Ce qui m'inquiète aussi, ce sont les sentiments revanchards, notamment en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays européens. J'ai été stupéfait par la rapidité avec laquelle le vernis de neutralité a disparu du leadership finlandais, laissant place à un revanchisme finlandais qui éclate au grand jour, pardonnez l'expression peu parlementaire. Mais en Allemagne, Merz, dans ses discours publics, insiste à plusieurs reprises sur l'idée que l'Allemagne renaît, qu'elle a révisé ses lois pour augmenter massivement ses dépenses militaires. Et, plus important encore, qu'elle doit redevenir la principale puissance militaire en Europe. Je ne sais pas s'il réalise le poids du mot « redevenir » dans cette phrase, mais je pense que tout le monde le comprend. Cela m'inquiète énormément, et pas seulement moi, mais beaucoup en Russie, lorsqu'ils entendent de telles déclarations du chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Aujourd'hui, je lis une déclaration du nouveau président polonais affirmant que la Pologne a besoin d'un accès à l'arme nucléaire. Trump a convaincu la majorité des pays européens d'augmenter leurs dépenses militaires à 5% de leur PIB. La question se pose naturellement. Ne crée-t-on pas une nouvelle menace pour la sécurité de la Russie? C'est exactement ce qui se passe. C'est pourquoi nous avons réagi à plusieurs reprises à la manière dont l'Europe tente de construire sa ligne sur la question ukrainienne, en contradiction avec les approches fondamentales de Donald Trump telles qu'elles ont été formulées en Alaska et présentées ensuite à ses alliés. L'Europe essaie de briser ces approches et de ramener les États-Unis dans ces jeux de containment de la Russie, y compris en assurant une couverture aérienne aux troupes que l'OTAN et l'UE-Member espèrent déployer sur le territoire ukrainien restant sous le contrôle du régime de Zelensky. Cela se traduit aussi par une substitution des concepts habituellement présents dans les processus de règlement. Au lieu de cela, ils exigent un cessez-le-feu et rien d'autre. Pendant ce temps, Zelensky pousse tout le monde à parler de négociations, d'un cessez-le-feu immédiat sans conditions préalables. Leur seul calcul est de monter un nouveau numéro de cirque pour que Zelensky, en treillis avec sa barbe, puisse briller sur scène en donnant des leçons au président Poutine ou à quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas accepter cela. Le président Poutine a dit qu'il est prêt à rencontrer, mais que cela doit être soigneusement préparé. Quand recevrons-nous une réponse aux propositions que nous avons avancées et aux approches discutées à Anchorage? L'Ukraine les a rejetées. Selon nos informations, les considérations transmises par Stephen Witkoff après l'Alaska, qui reflétaient une compréhension des causes profondes et la nécessité de les résoudre, ont été rejetées. Au lieu de cela, l'Europe accuse maintenant Poutine de refuser le dialogue tout en se concentrant sur l'élaboration de garanties de sécurité pour l'Ukraine, discutées sans la Russie. Si vous discutez de la sécurité d'un État belligérant sans l'autre État belligérant, cela signifie que vous voulez formuler ces garanties pour soutenir la continuation de la guerre contre le voisin. C'est évident. Ils précisent constamment qu'ils déploieront des troupes une fois qu'un accord de règlement ou de cessez-le-feu sera conclu. Cela ne change rien. Cela montre simplement leur objectif de construire tout pendant et après le conflit pour contribuer au containment de la Russie. Il me semble que vous et le président Poutine réussissez plutôt bien dans le dialogue avec des pays comme la Chine,
l'Inde et le Brésil, et qu'il y a une construction active d'un nouvel ordre mondial. Comment cela progresse-t-il? Cela progresse de manière inéluctable, je dirais, car c'est un processus objectif. Ce n'est pas quelqu'un qui a décidé de créer un nouveau bloc en rédigeant des documents et des principes pour s'unir. C'est un processus objectif de développement de l'économie mondiale. De nouveaux centres de puissance économique et financière sont apparus qui s'accompagnent d'une influence politique croissante, des centres de développement de technologies modernes qui déterminent la configuration future de l'économie mondiale. La Chine, avant tout, mais aussi l'Inde et le Brésil, ont atteint et continuent d'atteindre des succès économiques sur la base des règles établies par l'Occident dans le modèle de la globalisation, il y a des décennies. Concurrence loyale, présomption d'innocence, inviolabilité de la propriété, et ainsi de suite. Pour garantir ces principes, le système de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce fonctionnent encore aujourd'hui. Tout irait bien, mais dès que la Chine a commencé à surpasser les États-Unis dans le jeu économique sur la base de ces règles, des freins ont été introduits dans le fonctionnement de ces institutions de Bretton Woods. Si la répartition des voix au FMI reflétait aujourd'hui la part réelle des pays BRICS dans l'économie mondiale, les Américains perdraient leur droit de veto. Leur nombre de voix diminuerait et ce serait une toute autre histoire. À l'OMC, les Américains bloquent depuis des années l'organe de règlement des différends, car les plaintes déposées par la Chine, qui se comptent par centaines, conduiraient inévitablement à des verdicts en faveur de Pékin face aux barrières discriminatoires érigées par les États-Unis pour contrer l'importation de produits chinois de qualité, bon marché et compétitifs. C'est pourquoi nous observons une crise du FMI et de la Banque mondiale, qui, en 3 ans d'événements ukrainiens, a accordé à l'Ukraine des crédits préférentiels bien plus importants que ceux accordés à l'ensemble des pays africains sur la même période. Cela montre la politisation de ces institutions et les discrédite. Le mouvement des nouvelles économies en croissance se poursuit, et toutes les prévisions indiquent que c'est un processus durable et de longue date. Ces pays revendiquent et revendiqueront une place plus équitable dans les affaires mondiales. Pour l'instant, les préoccupations économiques dominent et les pays BRICS ne sont pas toujours prêts à s'impliquer directement dans des processus politiques ou à exiger des conditions. Mais en termes d'évaluation politique de la situation mondiale, il y a une unanimité au sein des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Nous ne voulons ni domination ni dictat. Nous voulons une sécurité indivisible dans toutes les régions. Cette unanimité peut contrer la pression occidentale, notamment les exigences de Trump pour que la Chine et l'Inde cessent d'acheter du pétrole et du gaz russe. Nous voyons déjà comment ces exigences sont reçues à Pékin et à New Delhi. Non seulement cela nuit au bien-être économique de ces pays, en les obligeant à chercher de nouveaux marchés pour leurs approvisionnements énergétiques à des coûts plus élevés, mais il y a aussi une opposition moralement et politiquement forte à cette approche. La Chine et l'Inde sont des civilisations anciennes. Leur parler en disant « Arrêtez de faire ce qui ne me plaît pas, sinon je vous impose des tarifs », cela ne fonctionnera pas. Les contacts entre Pékin, New Delhi et Washington montrent que les Américains le comprennent aussi. Ils commencent par des positions exigeantes, puis cherchent des approches acceptables pour tous, qui reflètent un équilibre des intérêts économiques et évitent de froisser la fierté nationale ou les principes nationaux de qui que ce soit. Nous vivons sur une planète très étroite, et cette étroitesse devient de plus en plus sensible avec le développement des sciences et des technologies, comme l'hypersonique, les ordinateurs quantiques qui apparaîtront bientôt. Nous partons du principe que la multipolarité doit englober toutes les régions du monde, y compris l'Occident. Malgré la diminution de son poids relatif, l'Occident reste un acteur très puissant. Le premier président des États-Unis, à mon avis le plus grand, George Washington, dans son discours d'adieu à la nation, a insisté sur le fait que les États-Unis ne devaient pas créer d'alliances militaires permanentes, car elles acquièrent leur propre logique, leur propre dynamique, entravant la flexibilité de la politique étrangère
et entraînant les pays dans des conflits inutiles. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'OTAN. Pourquoi l'OTAN devait-elle continuer et même renforcer son fonctionnement après la fin de la guerre froide? Cela est difficile à expliquer par des arguments rationnels. Certains experts, y compris à Moscou, suggèrent que la réponse à l'OTAN serait une intégration militaro-politique plus poussée au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai ou des BRICS. Pensez-vous que la réponse aux défis de l'OTAN devrait inclure de nouveaux éléments de coordination militaro-politique de la part de la majorité mondiale? Nous avons des alliances militaro-politiques, notamment l'État de l'Union Russie-Bélarus et l'Organisation du traité de sécurité collective. L'Organisation de coopération de Shanghai a également une dimension militaro-politique importante, liée à la sécurité des États membres. Dans tous ces formats, l'objectif n'a jamais été d'être hostile à quiconque. L'objectif est d'assurer la sécurité des territoires des pays membres sans aucune ambition expansionniste. L'OTAN, d'ailleurs, selon le traité de Washington, est aussi une organisation défensive visant à assurer la sécurité des territoires de ses membres. Mais quand l'OTAN a commencé à étendre ses intérêts jusqu'à l'extrémité orientale de l'Eurasie, sous l'ancien secrétaire général Stoltenberg, un journaliste lui a demandé lors d'une conférence de presse « Êtes-vous toujours une alliance défensive assurant la sécurité des territoires de vos membres ?» Il a répondu « Oui. » Alors que faites-vous dans la mer de Chine méridionale, où vous essayez d'étendre votre infrastructure? Ou au nord-est et au sud-est de l'Asie, dans le détroit de Taïwan? Il a répondu « Nous y avançons notre infrastructure politique, peut-être même militaro-technique, et nous ne violons rien, car dans la situation actuelle, les menaces à l'intégrité territoriale des pays de l'OTAN viennent de là. » C'est un pas ouvertement hostile envers la Chine. Inutile de le démontrer. Ajoutez à cela la création de coalitions anti-chinoises comme le AUKUS, Royaume-Uni, États-Unis, Australie, ou les tentatives d'entraîner l'Inde dans des formats anti-chinois comme le Quad, ou encore de détacher les Philippines de l'ASEAN pour les intégrer dans des structures de blocs fermés. Ils organisent des exercices, comme récemment des exercices de commandement impliquant un grand nombre de pays d'Asie et d'Amérique latine sous l'égide des puissances de l'OTAN. En réponse à la question de savoir comment assurer notre sécurité, regardez l'Afrique et l'Amérique latine. Il existe de nombreuses organisations régionales d'intégration, comme l'Union africaine et le CELAC, Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes. En Asie, le continent le plus vaste, où coexistent plusieurs grandes civilisations millénaires qui préservent leur identité, où se concentrent d'immenses richesses naturelles et la plus grande population mondiale, il n'existe pas de structure régionale ou continentale globale. Cela s'explique par le fait que jusqu'à récemment, y compris pendant la guerre froide, l'Occident dominait la partie occidentale du continent. Des structures euro-atlantiques de sécurité comme l'OTAN, l'OSCE et l'Union européenne ont émergé. L'UMER, initialement conçue comme une structure purement européenne, fusionne aujourd'hui avec l'OTAN, signant des accords pour que les membres de l'UMER mettent leur territoire à disposition si l'OTAN décide d'envoyer ses tanks et ses blindés vers la frontière russe. Cette logique euro-atlantique est épuisée. La guerre organisée par l'Occident en Ukraine contre nous ne fait que souligner que les concepts euro-atlantiques n'ont pas tenu les promesses faites lors de leur création. C'est pourquoi le président de la Russie a proposé, il y a quelques années, de commencer à travailler à la formation d'une architecture de sécurité continentale eurasiatique, en commençant par un dialogue entre les différentes structures régionales d'intégration pour aboutir progressivement à des accords à l'échelle continentale. Nous avons expressément précisé que les portes sont ouvertes à toutes les organisations. Si l'Occident le souhaite, ce sera avec lui, pas contre lui. Cette année, la 3e conférence sur la sécurité eurasiatique aura lieu à Minsk à l'initiative du président Loukachenko. J'ai participé aux 2 premières, auxquelles ont également assisté des représentants européens, notamment de Serbie, de Hongrie et de Slovaquie. Ils montrent un intérêt pour ce travail. Pour la 3e conférence, fin octobre à Minsk,
Nous présenterons avec nos collègues biélorusses un projet de charte de la multipolarité et de la diversité eurasiatique, une base conceptuelle. Puisque nous vivons tous sur le même continent, il serait dommage de ne pas tirer parti des avantages géoéconomiques et géopolitiques que la nature, la géographie et l'histoire nous offrent. Mais en parallèle, les leaders de l'OTAN développent une conception opposée, affirmant que l'OTAN doit étendre son infrastructure à l'ensemble du continent eurasiatique. Ils s'immiscent déjà dans des régions comme l'Asie centrale et le Caucase du Sud. Des discussions difficiles nous attendent, mais rivalisons d'arguments. Nous proposons une coopération à l'échelle continentale, tenant compte des intérêts de tous. Eux préfèrent faire en Eurasie ce qu'ils veulent faire en Ukraine, la diviser et en faire un hérisson d'acier, un État nazi sous leur contrôle.